Information, mais alors, toute l'information. Ce matin, nos rubriques n'ont pas du tout changé. Trois arrêts nous importent premièrement. On accueillera la très étincelante Claudia qui nous amènera pour une très belle balade du côté des kiosques. On marquera également un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Cette dénonciation qui restera ce fait de société et qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de nous poser sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. On terminera par l'analyse du jour. Ce sera donc justement une analyse d'ordre politique. Oui, nous n'avons pas failli à notre règle. Désormais, les lundis, c'est lundi politique dans le cadre de votre programme Espace Miné. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si des indicateurs peuvent démontrer que l'année 2025 sur le plan électoral au Cameroun se passera bien, qu'il y aura la sérénité et qu'il y aura l'ordre. Quel est le regard que vous jetez sur 2025 politique en République du Cameroun? C'est la problématique majeure dans le cadre de nos échanges. Pour bénéficier de tous ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et on commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Commençons par la dame. Galanterie oblige. Martine Daniel Bofolo et Sono, bonjour. Bienvenue au programme. Bonne année 2025. Bonjour, parfait Aïssi. Et bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée de me retrouver parmi vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça se voit. Hein? Je rappelle que vous êtes une femme politique, que vous êtes d'ailleurs la présidente nationale du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, en abrégé MPEC. Parlez-nous un peu de votre mouvement politique. Quels sont vos idéaux? Le mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun a pour vision la refondation du Cameroun. Pour cela, nous avons une idéologie qui est structurée autour de certaines idées et de certains concepts politiques. Parmi ces idées dont nous avons premièrement la justice, Oui. la vérité, l'équité. Parmi les concepts politiques, nous avons le socialisme, l'humanisme, le féminisme, et j'en passe. Tout ceci rime à ce que nous ayons sur la scène politique un parti politique qui a au centre de ses actions le bien-être des populations, l'égalité et le développement. Alors, lorsqu'on est une dame et qu'on est à la tête d'un parti politique au Cameroun, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est aisé de travailler devant tous ces hommes? Parce qu'au Cameroun, comme dans bon nombre de pays africains, c'est beaucoup plus des hommes qui sont à la tête des formations politiques. Pour une femme, c'est facile de venir sur cette aire de jeu? Ce n'est pas du tout facile. Il faut s'armer de beaucoup de courage, beaucoup de patience, de persévérance et bien d'autres qualités parce que, comme vous le savez, le milieu politique au Cameroun est assez hostile, violent et barbare. Ah bon? Au Cameroun, oui. Au Cameroun, tout ce qui se Hostile, lance... violent et barbare. Violent et barbare, je pèse bien mes mots. Parce que tout ce qui se lève avec des idées pour construire le pays ou alors pour apporter une contribution à la construction ou la reconstruction de ce pays qui est en train de voler en éclats. Tous ces gens-là sont pointés du doigt et le regard qui est posé surtout pour nous autres qui sommes ressortissants d'une certaine région, parce que dans l'esprit de certaines personnes, il est dit que lorsque vous êtes originaire de cette région, vous appartenez d'office au parti au pouvoir. Alors que nous sommes dans un état de droit, dans un état démocratique, il devrait donc se jouer là une liberté d'appartenir à une organisation politique de votre choix. Très bien. Mais cette liberté n'est pas toujours donnée, cette liberté n'est pas toujours acquise de prime abord. En fait, c'est une bataille qui se fait au jour le jour parce que certaines élites vous mettent la pression, vous intimident de plusieurs manières. On a d'ailleurs l'impression que vous faites montre de trahison.
Montre de trahison, oui, effectivement, c'est ce qu'ils disent. Mais là, on se demande à quel niveau est-ce qu'on a trahi. Tout au contraire, on devrait être encouragé parce que le président national, qui est le chef de l'État, a toujours fait la promotion de la femme en ce qui concerne la participation à la chose politique. Très bien. Il a invité les femmes à s'intéresser à la chose politique. Mais certaines personnes voudraient plutôt que lorsqu'une femme se lève avec des idées, qu'elle opère sous le contrôle du RDPC. Très bien. Je ne sais pas si je vous pose cette question maintenant ou alors nous attendons la prochaine fois. Vous connaissez la question? Non, pas du tout. Lorsqu'on est une jolie femme comme vous, est-ce que, au lieu de regarder l'idéologie que la femme véhicule, n'avez-vous pas l'impression qu'un homme vous regarde, lui regarde plutôt autre chose? Ça ne vous gêne pas un peu? Rien ne saurait me gêner puisque je suis un être humain normal, je suis une femme, on devrait s'attendre à tout. Est-ce que et ça n'arrive pas? Vous allez rencontrer une autorité pour lui parler de votre parti politique, de vos idéaux, de vos objectifs, votre plan d'action, votre programme politique. Mais le monsieur lui commence simplement à vous dire: oh madame, j'apprécie votre rouge à lèvres. Oh madame, vous êtes jolie. Madame, est-ce que nous pouvons prendre un dîner ce soir? Madame, est-ce que vous pouvez m'accompagner à Kribi le week-end? Parfait, ici. Et il ne veut même pas écouter vos histoires politiques là. Lui, là en face de lui, une belle femme. Je reste concentrée sur ce que je veux faire. Parce que le Cameroun a besoin de nous. Et il n'est pas question de se laisser emporter par toute distraction. C'est une distraction. Et c'est une distraction. Je n'ai pas besoin de me lancer sur la scène politique pour pouvoir faire certaines rencontres. Donc, lorsque je me lève et que je sollicite certaines autorités, c'est certainement dans le cadre de mon travail et rien d'autre. Rien à voir avec l'aspect sentimental. Rien à voir. Je vous crois sur parole. Oui. D'accord. Merci d'être là ce matin. Bon, nous allons accueillir votre grand frère au niveau de la lutte politique. Lui parle beaucoup plus de lutte. Il a un vocabulaire un peu plus compliqué. Donc, c'est Aimé Cyprien Olinga qui reste le président du FDR, le Front démocratique révolutionnaire. Je l'appelle affectueusement le président des révolutionnaires. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à mes co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je voudrais saluer de manière tout à fait spéciale et patriotique tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, qui nous suivent attentivement ici et du côté de la diaspora, bien entendu. Le président Aimé Cyprien Olinga, je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas également avec ce fait d'actualité qui vous concerne naturellement vous-même. La semaine dernière, nous en avons parlé dans le cadre de ce programme. Vous avez été interpellé par les forces de l'ordre et puis incarcéré et même présenté au procureur de la République. Il y a eu une grande panique, qui sont nombreux, ces téléspectateurs qui ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec le président Aimé Cyprien Olinga. Vous êtes en direct sur Info TV. Il s'agissait de quoi ou alors il s'agit de quoi? Pourquoi Aimé Cyprien Olinga a été interpellé presque comme un malpropre par les forces de l'ordre? Oui, vous me donnez l'opportunité d'expliquer aux Camerounais, à nos compatriotes du Cameroun et ceux de la diaspora, que je remercie d'ailleurs. Je remercie la presse qui s'est mobilisée autour de cette affaire-là et vous me donnez l'opportunité personnellement de leur expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un fait anodin. Je suis né, comme d'ailleurs tous les Camerounais le savent, j'ai l'habitude de dire que moi je suis né d'une famille modeste. Mes pauvres parents étaient des cultivateurs du côté de la Mofra-Famba, mon pauvre père et ma pauvre maman. Donc lorsque j'ai le CPE, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, il s'avère que j'ai 12 ans. Et mes pauvres parents ne peuvent pas m'envoyer au collège parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et voilà que le petit frère à ma mère, le troisième après elle, dans l'ordre des naissances, vient et dit à sa sœur: je sais que l'enfant est intelligent, mais on ne peut pas laisser un enfant aussi intelligent pour des raisons de moyens. Moi, je le prends désormais comme mon propre enfant, je le prends sous mon couvert, il est désormais mon enfant. Je vais l'amener. Je vais
l'envoyer à l'école. Voilà comment ça se passe. Et puis mon oncle, le petit frère Mamé, il m'amène à Yaoundé, il m'inscrit dans les meilleurs collèges privés de la place où j'ai eu à faire les modestes études que j'ai pu faire en comptabilité, en gestion des entreprises et tout. Et voilà donc, pour être très bref, parce que c'est une longue histoire. Tout à fait. Voilà que de cet âge-là, jusqu'à ce que j'obtienne mon baccalauréat, je suis allé au supérieur un peu, et puis il est décédé. Il est décédé très jeune d'ailleurs, dans la quarantaine. Il a laissé 6 enfants, légitimes avec son épouse. Il s'est marié officiellement et religieusement. Il était marié officiellement et religieusement et il a eu 6 enfants avec son épouse. Voilà que on l'a enterré et tout. Et chaque fois, parce que je dois dire qu'au moment où il construisait cette petite maison de 4 chambres, et puis une dépendance d'un petit studio, d'une chambre et salon, et puis une chambre, j'étais à côté de lui. C'est d'ailleurs moi-même qui, quand il était occupé par ses petites activités professionnelles, c'est à moi-même qu'il donnait l'argent pour payer le matériel et pour payer les différents techniciens qui travaillaient là. Je vous informe également que les week-ends, surtout que j'étais en terminale au moment où on construisait cette petite maison, les week-ends, quand je n'avais pas à apprendre, eh bien, j'aidais les maçons, je transportais à tourner du sable. À tourner du sable et tout et tout. Et chaque fois, il me rappelait toujours quelque chose. Il me disait que je construis cette petite maison à toi et à tes petits frères. Parce que je ne sais pas, je pourrais mourir demain ou après-demain. Je sais que vous n'êtes pas des familles aisées et il vous faut quand même, en vous battant un jour, que vous ayez au moins là où vous avez à poser votre tête. Alors, c'est ce qu'il me disait toujours. Et il me disait que si j'arrive même à disparaître, je sais que si tu réussis dans la vie, c'est pour ça que je mise tout sur toi. Si tu vas tirer tes petits frères et tes petites sœurs vers le haut. Et cette responsabilité-là de les protéger, ne serait-ce qu'en tant que grand frère, même s'il ne m'a pas reconnu officiellement, mais c'était comme ça que les choses se sont passées. Maintenant, donc, après son décès, du temps a passé, les enfants ont un peu grandi. Et en 2018, donc, je crois vers fin 2017, parce que j'ai gardé ma chambre familiale dans cette maison. D'ailleurs, c'est la chambre du papa lui-même. Quand les lundis, j'y suis, je me ressource un peu, je suis là-dedans. Quand j'ai envie de réfléchir, parce que très souvent les lundis, comme je suis bousculé toute la semaine, c'est les lundis que moi j'ai adopté un peu comme mon jour de repos pour essayer de me recruter. Alors, il s'avère donc que je suis là, et puis je vois une dame, vers fin 2017, qui arrive et qui me dit, vraiment, j'ai acheté cette maison. Je lui pose la question de savoir, vous l'avez acheté chez qui? Elle me dit, la veuve Ndoué. Je rappelle ici que le petit frère de ma mère en question s'appelait Ndoué Jean-Marie. La veuve Ndoué m'a vendu la maison. Je lui pose la question de savoir, est-ce que veuve Ndoué vous a dit qu'elle a des enfants avec Ndoué? Elle dit, bon, de toutes les façons, elle m'a vendu la maison. Je dis, ça ne se passe pas comme ça, si au moins, minimalement, le 3. Bon, et la veuve Ndoué, elle-même est où? Elle est décédée, justement. J'y suis en train Elle aussi d'y arriver. est décédée. Alors, elle me dit ça, et puis bon, tout de suite, vers la fin d'année, là, vers les mois de novembre, quelque chose comme ça. Mais non, bon, moi je prends ça comme ça, après je dis, vous ne prenez pas ça au sérieux? Je ne prends pas ça au sérieux, et puis elle s'en va. Et en début d'année 2018, c'est-à-dire juste quelques mois après, la veuve Ndoué est victime d'un accident, d'un AVC, et puis elle est conduite au Curie, où elle a passé pratiquement une semaine. Et elle décède. Elle décède. On va aller et vite. maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant que le corps est à la mort, parce que le corps a fait pratiquement 1 mois et demi à la mort, la même femme réapparaît. Je vois des gens venir avec une convocation, on me dit que je suis convoqué, j'empêche, elle a acheté la maison et on l'empêche. Pendant que la veuve est à la mort. Pendant que la veuve est à la mort. Je lui dis donc, écoute, vous dites que vous avez acheté la maison chez qui? Elle dit chez Veuve Ndoué. J'appelle donc le fils aîné de Ndoué, qui s'appelle Mbarga Ndoué, le chef de famille des ayants droit, les 6. Je lui dis, il y a une femme qui dérange, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez vendu votre maison familiale? C'est comme ça que je lui pose la question au téléphone. Il dit, vous parlez de quoi? Il dit qu'il y a une femme qui dit qu'elle a acheté votre maison familiale.
Elle me dit, j'ai jamais été au courant d'une quelconque. Elle dit qu'elle a acheté chez votre maman. Alors, elle dit, bon, on va voir ça après l'enterrement. La dame, elle est enterrée un mois plus tard. Et puis, la dame, la famille, Ndoué, les ayants droit, c'est revenu. Ils occupent leur maison, ils sont dans leur maison. Elle apparaît pour dire qu'elle a acheté. Le gars, les enfants légitimes lui posent la question. Est-ce que vous nous avez vu quand vous étiez en train de faire votre affaire là? Elle dit, elle a acheté chez la maman. Donc pour dire qu'en réalité, pour aller plus vite, j'ai dit, d'abord cette affaire est bizarre parce que tout le monde sait, ceux qui ont minimalement fait le droit savent que la veuve elle est usufruitière. Alors, elle a acheté, elle prétend avoir acheté cette maison à cet endroit-là. À combien? À 3 millions. C'est quel quartier au Cameroun? Ekounou. Ekounou, à Yaoundé. C'est quelle superficie? Bon, disons que c'était 110 mètres carrés. Et comme je vous dis... Il n'y a pas du terrain à côté de la maison? Il y a un peu. Bon, disons que comme... Globalement, ça peut faire quelle superficie? Ça peut faire environ 120, 130 mètres carrés. À 3 millions. À 3 millions et une maison dessus qui a 4 chambres. Un salon. Avec une petite dépendance. Une petite descendance. Et vous voyez donc, je lui dis que, en réalité, vous êtes allé probablement, puisque la veuve, elle n'a pas fréquenté, elle n'était pas instruite, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle ne savait même pas que même pour mener. Et j'ai dit, les transactions immobilières, pour ceux qui savent que ça se fait pas devant notaire. Tout à fait. Bon, je crois qu'ils sont allés s'asseoir dans un bistrot quelque part, ils ont signé une histoire, comment on dit, succincte. Et pourquoi vous êtes donc interpellé? Je suis interpellé parce qu'elle estime que dès qu'on me neutralise, les orphelins légitimes qui disent qu'ils n'ont jamais vendu leur maison et que donc on vous interpelle parce que vous êtes le chef de la rébellion. C'est ce qu'ils estiment. Et que dès qu'on me neutralise d'abord le chef, et puis les enfants les pauvres orphelins n'auront pas une autre solution que de fuir pour qu'elle intègre la maison. Voilà l'objectif. Ils sont donc venus, bon, pour aller encore plus vite, après 2009, 2019, quelque chose comme ça, on m'a convoqué, j'ai fait une déposition pour dire qu'en réalité, même, ce sont les enfants qui disent qu'ils ne peuvent pas, parce que moi, je ne suis pas directement ayant droit. Et la décision des ayants droit est la mienne, parce que j'ai au moins la responsabilité en tant que grand frère mais en tant que celui que leur papa a élevé et à qui il a confié au moins la protection de ses enfants, de ne pas accepter l'illégalité. Et donc, si les choses se passaient même dans la légalité, je ne vois pas pourquoi moi je me serais opposé. Les enfants n'ont jamais vendu leur patrimoine et c'est eux les légitimes propriétaires au regard du droit positif. Je ne sais pas ce qui... Bon, voilà, on m'a interpellé, puisque je dois dire que la première fois, comme je vous disais, que j'ai été appelé pour cette affaire-là, vous voyez, par le parquet, c'était en 2009. Je suis allé, j'ai 2019. Ils ont renvoyé les affaires au parquet après m'avoir entendu et l'affaire s'est tassée. Bon, du temps a passé. Pour le moment, on a classé ça là-bas. Et puis, elle réapparaît en 2023, toujours. À ce moment-là, les enfants lui ont dit, le chef de famille des ayants droit lui a dit, mais pourquoi vous vous en prenez même à M. Olinga? C'est les enfants Ndoué et moi, le chef de famille, moi, Mbarga Ndoué, nous disons que vous êtes allé faire une opération clandestine avec maman sans notre consentement et vous venez nous voir quand elle décède pour dire que vous aurez acheté la maison, comment? Et donc, elle a continué son acharnement. Et je voudrais chuter parce qu'il y a des détails qui sont importants. Après donc cette première, elle est revenue avec des huissiers ont débarqué là en 2023, trouvant le chef de famille Ndoué, le chef des ayants droit et ses petits frères dans leur maison. Et puis on leur a servi une sommation interpellative, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Ils ont répondu une semaine après. L'huissier est reparti avec, a remis à la femme. Mais je crois que l'huissier lui a même fait comprendre que ton affaire là n'est même pas claire, elle ne va pas prospérer. Elle a commencé à menacer l'huissier. Et après l'huissier, ça s'est encore tassé pendant pratiquement 2 ans. Après donc, elle est réapparue. Lundi, donc, c'est ça le plus important. Lundi, je suis tranquillement. J'entends, mes neveux viennent me dire, tonton, on vous appelle, on vous cherche, un tonton qui vous cherche dehors. Je dis, moi, je crois que beaucoup de gens parfois me cherchent. Et puis, je sors, j'ai mon téléphone en main, je dis, pas bouge. Je vois 3 personnes, 2 en civil, un armé de FAL. Et puis, d'autres, ils me disent qu'ils doivent m'amener, ils doivent me conduire au commissariat central numéro 1. Numéro 4. Numéro 4, justement, numéro 4, j'y arrive. Il dit, mais il s'agit de quoi? Il demande également
le chef de famille des ayants droit, l'aîné des Monsieur des Mbarga. orphelins, M. Mbarga. On lui dit que M. Mbarga n'est pas là. Il demande de M. Ebana Bertrand, son petit frère, on dit qu'il n'est pas là. Et il demande. Alors, c'est moi, ceux qu'ils ont embarqué. Nous sommes arrivés au commissariat central. Mais je vous dis, la manière, elle n'était pas du tout... Bon, je suis un citoyen. Je vous dis qu'ils m'ont même interdit. C'est-à-dire que vous appelez quelqu'un, il sort pour savoir de quoi il s'agit. Et on dit qu'on m'amène. Je dis, je prends ma carte d'identité et je prends mon téléphone. Ils m'ont dit que je n'ai même plus le droit d'entrer, que je dois rester sur la véranda, je dois envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, une de mes belles-sœurs qui est allée. Et arrivé au commissariat, ça allait déjà dans tous les sens parce qu'en visitant les réseaux sociaux, il y avait une effervescence, toutes nos plateformes, certaines... Disons donc vous avez passé, je pense, 2 jours en cellule. 2 jours plus le troisième jour. Maintenant, vous a déféré au parquet. Au troisième jour, mais maintenant, vous avez à nouveau été libéré. On a été libérés, lui et moi. Après, on a fixé vous avez été caution, libéré 400 000, sous caution. 400 000 francs de caution. Et puis, on nous a libérés donc mercredi à 23h. Et dit qu'on va comparaître lui, parce que la première audience d'ailleurs, je crois que c'est prévu pour demain au tribunal de Kounou. Très bien. Donc, c'est un peu compris. Aimé Cyprien Liga, nous vous souhaitons beaucoup de courage, mais nous suivons cette actualité, nous de la presse, avec grand intérêt. Accueillons également ces autres invités. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à Madame la Présidente. Que de président. Ah ben, le plateau est bien charmé ce matin. Bonjour à votre consultant, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Puisqu'il y a beaucoup de présidents sur ce plateau ce matin, moi je vais dire aussi un bonjour tout particulier à un président spécial. Le président s'appelle Monsieur Paul Biya. J'ai eu à observer vendredi, lors de la cérémonie des vœux, j'ai trouvé un homme très requinqué, très reluisant, très en forme, superbement en forme. J'ai même trouvé qu'il avait un autre timbre vocal par rapport au discours du 31 décembre. Donc, je l'ai trouvé un président très en forme et ça augure des lendemains meilleurs pour une année politique et électorale qui s'annonce. C'est vrai que nous avons vraiment vu un président de la République requinqué. Oui. Il prenait tout son temps, Oui. il causait avec certains de ses collaborateurs. Et même des opposants. Et oui, causait avec tout le monde. Il n'était pas pressé, Pas du c'était tout. relax. Tout à fait. C'était lors de la présentation des vœux, les vœux du corps diplomatique et les membres Du corps constitué. corps constitués nationaux. Merci Bernard Owona qui est journaliste, directeur de publication, mais également homme politique du côté du RDPC. Lui, il restera notre consultant Pierre Blériot Niemek. Beaucoup l'appellent le consultant planétaire. Il est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot Niemek, en 2025, qui s'est fait appeler Castou. On vous accueille ce lundi matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait Aïssi, et merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Vous l'avez dit, nous avons porté nos voix aux autres voix, nous avons associé nos voix Tout à fait. pour appeler à la libération du président du FDR. Mais il faut quand même dire 2 choses que je remarque. Allons-y. Il y a un peu de négligence de la part du président dans les procédures. Il faut qu'à l'avenir, qu'il se comporte comme le président qu'il est. Quand vous êtes déjà sous une attaque comme celle-là, il ne faut pas laisser. Vous pouvez vous réveiller un matin avec une condamnation. Hein? Oui. Et les gens font des choses derrière. Vous ne prêtez pas attention. Vous ne prêtez pas attention. Vous vous dites que non, vraiment, ça s'est tassé. Ça s'est tassé. On est au Cameroun. Les affaires ne se tassent pas. Donc, à l'avenir, déjà que la dame avait parlé du vivant, de la veuve, il fallait mettre un peu... Bon, mais de toutes les façons aussi, vous connaissez aussi la pratique, le zèle de certains jeunes hommes en tenue. Quand ils sont motivés. Quand ils sont motivés. On sait ce qu'on appelle motivé. Oui, vraiment. Moi-même, j'en ai été victime une fois à Boumiébel, vous savez. Un gendarme venu me présenter un mandat d'amener, a défié le sous-préfet, a défié le commandant de brigade, a défié le maire, a défié Joseph-Antoine Bell, a défié le représentant du préfet. Mais dans un zèle, c'était... Mais attends, c'est pas toi qui as inventé la loi. La loi même là, c'est pas toi-même.
Voilà. Bon, mais par la suite, le procureur des ECA que j'avais rencontré m'a dit que si l'un de ses représentants, la substitut qui devait le représenter n'était pas présente, si elle avait été là, les choses ne se seraient pas passées de la sorte. En général, quand vous arrivez au niveau des magistrats ou des officiers supérieurs, en général, la réaction est plus courtoise. Bon, vous savez aussi, il y a certains hommes en tenue, ils n'ont jamais menacé personne. Non, quand ils vous ont devant, non, Ils se délectent. c'est ici que je vais faire toute ma police, toute ma gendarmerie. Bon, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est un procès en cours et je sais que les magistrats diront le droit sur cette affaire-là. Merci. On passe directement à la sagesse. Et je voudrais aussi oui. juste une seconde pour Oui. dire que ces orphelins-là, qui m'ont quand même chargé de donner un message au monde, c'est qu'ils ont besoin de leur soutien, ils ont besoin du soutien des Camerounais et de l'opinion nationale et internationale pour que la seule petite chose que leur pauvre père, je rappelle qu'il n'était pas un grand, c'était un menuisier, la seule petite maison que leur pauvre père leur a laissée ne puisse pas partir comme ça. Ne puisse pas être Non, arraché. mais si leur mère a pris de l'argent, ils auront à rembourser cet argent. Qu'ils se préparent à ça, au moins. La maison ne sera pas vendue dans ces conditions. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez payé un cautionnement aussi fort, parce que c'est fort. Mais ils auront à payer si leur mère a pris de l'argent pour une raison ou pour une autre. Seulement, il est clair que la vente est illégale. Pour la vente, elle est illégale. On n'a même pas besoin d'aller à soi ou dans un cabinet d'avocat. Pierre Blériot, la sagesse de ce lundi matin. Ce n'est pas parce que nous ignorons l'avenir que nous sommes impatients. C'est bien parce que nous sommes impatients que nous ignorons l'avenir. On peut reprendre. Ce n'est pas parce que nous ignorons l'avenir que nous sommes impatients. C'est bien parce que nous sommes impatients que nous ignorons l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cultiver la patience pour maîtriser l'avenir. Parfois, ici, même si on ouvrait l'avenir devant les gens et qu'on disait à chacun ce qu'il serait dans 10 ans, il serait toujours impatient d'y arriver et de vouloir soit tricher, soit contourner. La maîtrise de la vie consiste à développer la patience. La patience nous ouvre toutes les portes de l'avenir. Merci Pierre Blériot-Niamey pour ces éternelles sagesses matinales. À tout de suite pour la suite. Claudia Ncha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Le week-end a été? Le week-end a été parce qu'on a tapé le Real de Madrid hier, donc ça va. Vous êtes barcelonaise? Bien sûr. Vous n'êtes pas madrilène? Non, pas du tout. Vous êtes maghrélin? De temps en temps. Ah. Donc hier soir, vous étiez barcelonais, Non, je j'imagine. ne regardais pas. Je suivais la rediffusion de Libre Expression. Libre expression, oui. C'était D'accord. plus important que le match. D'accord, ok. J'étais encore en train de me délecter, à prendre des notes, Oui. à me remettre permanemment en question. C'était plus important. Oui. L'émission d'hier était magnifique parce qu'on Ah bon? a eu, oui,
On a vu encore le professeur Baebek qui reste dans ses toujours envolées habituelles. Exactement. À un moment, on a cru qu'il allait bagarrer avec le professeur Eric Mathias Ouonangui. On s'est dit, mais quand même. Mais bon, c'est bien. C'est bien, c'était trop bien hier. Il pouvait en arriver aux mains. Hein. Oui, en plus, ils étaient trop proches, on voyait On m'a dit, pourquoi parfait tu fais ça? Pourquoi tu les as mis côte à côte? J'ai dit, je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils devaient faire. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le tri hebdomadaire La Météo. On parle ce matin d'après les fêtes de fin d'année, la préfète de fin d'année. Le gouvernement lutte contre la janviose. L'opération spéciale de lutte contre la vie chère connaît cette année un succès sans précédent sur tous les plans, au point où aujourd'hui les pouvoirs publics se trouvent contraints à céder à la très forte demande des populations qui, évidemment, en veulent encore et encore. Prévu alors pour s'achever le 10 janvier dernier. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Bagatangana, proroge à cet effet la vente promotionnelle des produits de grande consommation à la fin du mois en cours, voire au-delà. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. On parle d'autre chose avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Veng nous amène du côté de la commune d'Ayos, Pondongo Bikol, l'homme du développement pour l'exercice 2024. Le bilan du maire, par ailleurs président de section ADPC Nyon et Fumu Nord, est de l'avis des populations plus que satisfaisant avec plusieurs projets réalisés, notamment la construction et la réhabilitation des routes, ponts, forages, salles de classe et établissements d'actes de naissance, etc. Cette information est également à retrouver au bas d'une du quotidien. Mutation ce matin en page 4, on parle de développement local. L'exemple d'Ayos à suivre dans ce journal. Georges-Alain Boyomo nous propose également de revenir sur la cérémonie des vœux de 2025. Arrêt sur image, les faits et gestes marquants de la double cérémonie tenue vendredi au Palais de l'Unité, ainsi que les grands absents de l'événement sont à découvrir en page 27 de ce journal. Même son de cloche avec Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Marie-Claire Nana revient sur les propos du président lors du discours Paul Biya, cette agression au corps diplomatique. Notre monde a besoin de plus de solidarité, s'est exprimé vendredi dernier. La présentation des vœux au Palais de l'Unité fait également la une du journal de l'universitaire ce matin. Paul Biya à l'honneur lors de la cérémonie de présentation des vœux à la présidente de la République du Cameroun. Ce 10 janvier 2025, le président camerounais Paul Biya a salué les succès diplomatiques de 2024, tout en appelant à une action collective pour résoudre les crises mondiales. Vœux du nouvel an 2025, on en parle également avec le quotidien Réalité Plus. Paul Guarekindi nous dit ce matin que Paul Biya a fermé la bouche à ses opposants. Autre information à retenir ce matin, filoterie de loyer à Kwajou Bassadine, s'interroge le messager incapable de verser les 350 millions de francs CFA d'Aïré conformément au contrat de bail pour la location d'un immeuble R+7. La communauté urbaine de Douala invoque l'absence du dossier fiscal. L'information est à retrouver en page 5. Avec l'Indépendant, on parle cette fois-ci de conférence épiscopale, le procès du renouveau. Pendant que les analystes focalisés sur la présidentielle de 2025, la conférence épiscopale nationale du Cameroun dresse un diagnostic sans complaisance des mots qui minent le Cameroun en appelant une autre insurrection de conscience. Pour reprendre le politiste suisse Jean Ziegler, face à la résilience poussée à bout des Camerounais, il faut non seulement résister, mais espérer l'avènement d'un Cameroun meilleur. L'information est à lire en page 8. Cette conférence épiscopale fait également la une du journal La Nouvelle Expression ce matin. Le tabloïd nous informe que les évêques confirment vivre la synodalité dans le contexte de notre église locale. Tel est le thème des travaux du 48e séminaire annuel des évêques du Cameroun qui s'est achevé dans le diocèse de Boya, situé dans la région du sud-ouest du pays. Le journal nous propose également un fait divers en page 2. On parle de décrépitude morale. Il assassine sa mère pour 5 000 francs CFA. Dimi, 40 ans, qui tenait à avoir une partie de l'argent reçu par sa mère de quelques connaissances pour les fêtes de fin d'année, choisit de la contraindre pour une méthode qui a plutôt viré au gramme. Le récit de cette histoire se trouve en page 2.
Prenons à présent des nouvelles de la présidentielle 2025 qui approche à grands pas. À la fin de ce journal, un visage, celui du ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Le tabloïd s'interroge d'ailleurs. Motazeux, le successeur caché de Biya, point d'interrogation. Transition politique, on en parle avec le journal Le Jour d'Amen Mana. L'église évangélique du Cameroun censure ses pasteurs, accusés de suivisme. Ceux qui ont pris position ces derniers jours sur la succession à venir sont rappelés à l'ordre et même menacés de sanctions en cas de récidive. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Allons à présent du côté de Yala Yalta avec l'Œil du Sahel. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous apprend ce matin que le camp de déplacés internes a été incendié par les populations. Avec Le Témoin, le quotidien qui nous informe juste à informer vrai. On parle de problématiques de la SNI vers la fin du calvaire. Nous apprend ce journal ce matin. On referme cette revue de la presse ce premier jour de la semaine avec Capital Info. On parle de l'aide de l'État à la presse, un gâteau à l'honneur des petits copains. L'information est à déguster dans ce journal. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Bonne semaine à vous également, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. Dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot-Ignamek pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfois, ici, j'avais lu un ouvrage intéressant, Église au pluriel sous tutelle. C'est vrai, moi, je ne vais pas dans vos églises conventionnelles, mais j'avais lu cet ouvrage et j'y avais appris beaucoup de choses. La dénonciation que je fais ce matin est accolée à la problématique qui est évoquée dans cet ouvrage. En fait, c'est une personnalité dont je vais taire le nom, qui est allée assister à une messe de requiem, accompagnée de l'une de ses épouses, parce que la personnalité, soit dit en passant, est polygame, ce qui est une très bonne chose. Il y a très peu de polygames parmi nos personnalités. Celles qui ne le sont pas encore, je les encourage à le devenir. Mais c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. La personnalité est donc allée assister à une messe de requiem qui se célébrait chez des protestants. Elle est catholique et l'une de ses épouses, celle avec laquelle elle était, est protestante. Sauf qu'au moment de donner, il y avait Sainte Seine. On a exclu sa femme de la Sainte Seine au motif qu'elle est dans un mariage polygamique. Vous savez qu'on dit chez vous, chez les catholiques, chez les protestants, que les polygames ne prennent pas la communion, ne prennent pas la Sainte Seine. Cette personnalité soulève donc une problématique. Parce qu'elle est très cultivée. Elle dit la polygamie, c'est deux choses. C'est la polygynie, lorsqu'une femme a un homme a deux femmes, et c'est la polyandrie lorsque la femme a deux maris. Quelle est la faute d'une femme qui est dans un régime où c'est le mari qui a deux femmes? Est-ce que la femme là a deux maris? Pour qu'on la prive. Parce que soit dit en passant, vous recevez votre première communion, vous commencez à communier, ainsi de suite, et un jour, un homme vous épouse. Et il décide d'épouser une deuxième femme. Vous, l'église, vous prie, parce que la personnalité dit qu'elle est même d'accord qu'elle soit interdite de prendre la communion. Même si l'église ne refuse pas son argent. Quand il y a des besoins, on lui écrit. On oublie qu'il est polygame. On oublie qu'il est polygame, il réagit et on prend, on construit. Il ne dit pas non. Mais pourquoi frustrer ses épouses qui, elles, n'ont pas deux maris, elles sont un seul mari? Est-ce que l'Église...
elle va mettre plus loin la personnalité en disant que mais le pape a même dit que lui, il va même bénir les homosexuels. Est-ce à dire que l'Église va jusqu'à sanctifier les homosexuels et continue de porter atteinte aux droits sacerdotaux, des sacramentaux, oui, des chrétiens? Elle me fait porter cette dénonciation qui correspond tout à fait à mes convictions. Lors de l'analyse, je dirai ce que j'en pense. Mais j'expose ici, sachant que des têtes dures comme Bernard Ouna sont là. Vos églises, là, à la fois l'église catholique, l'église protestante et les autres, qui privent les femmes, je ne dis pas les hommes polygames, les femmes de leur droit à la communion. Merci Pierre Blériot. Comme tu m'a parlé en off, je connais donc cette haute personnalité. Je connais, mais je ne dis pas. Oui, mais ne dis pas. Je passe alors la parole à Bernard Owala. Mais attendez, Bernard, la personnalité nous soumet quand même à un exercice de réflexion. Hein, et la personnalité, en même temps, pose quand même des questions pertinentes. C'est moi l'homme qui ai épousé 2 femmes. La femme n'a pas épousé 2 hommes. 2 hommes. Bon, et la personne dit qu'elle accepte d'être sanctionnée. Elle ne prend pas la communion. Mais pourquoi sanctionner une de ses épouses ou bien ses épouses? Vous avez la parole. Chez moi, là où je suis né à Etougébé, j'ai vécu une scène qui ressemble à peu près à ce que Blériot évoque là ce matin dans sa dénonciation. Il s'agit d'un cousin qui avait 2 femmes. Il était marié à 2 femmes et puis est arrivé le moment où on devait leur donner pasteur dans une église de réveil. Et on lui a donné la condition de se séparer d'avec la 2e femme. Okay. Et ce monsieur qui est décédé il y a quelques années, il s'appelait Aboro Hubert, il a été contraint de se séparer avec cette 2e femme. Et il s'est séparé. La femme, donc, en question, a retrouvé son village au carrefour Sanmelima, après Mbalmayo. Et il s'est séparé et il a été ordonné pasteur. Il a même été affecté dans le sud. Donc, pour dire que des cas comme ça, il y en a eu. Je voulais quand même aussi, dans l'actualité, dire que la semaine qui vient de s'achever a connu une actualité assez embarrassante du côté de l'Italie, où l'Église a décidé là-bas que désormais, ils vont ordonner des prêtres homosexuels. Donc, vous êtes sérieux? Oui. Comment moi je me suis passé? Je l'ai lu quelque part, mais je me disais que ce sont des fake news. Non, c'est du sérieux. Qui a décidé? Le pape? Non, pas. J'ai dit l'Église italienne. C'est comme la conférence épiscopale du Cameroun peut décider que, indépendamment du Vatican, on peut déjà commencer à donner la communion aux polygames. Voilà, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un grand désordre au sein de cette Église? Ce sont des grandes décisions qui nécessitent certainement la validation du côté du Vatican. Bien sûr, le Vatican est en difficulté ces dernières années. Enfin, ici, ne soyez même pas surpris que le pape actuel jette l'éponge. Il y a un grand affrontement entre les conservateurs et les réformistes sur un certain nombre de sujets qui tiennent aux mœurs, et notamment cette affaire de pédophilie, d'homosexualité. Donc, en ce moment précis, ça brûle vraiment entre les conservateurs et les réformistes au niveau du Vatican. Donc, pour revenir à la dénonciation de ce matin, d'ailleurs, je vous ai l'exemple que j'ai pris sur un de mes cousins démontre qu'il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à reconsidérer dans cette affaire d'église, que ce soit des églises conventionnelles, des églises classiques, des églises de réveil, etc. Alors, allons droit au but. Oui. Est-ce qu'une femme qui est en mariage dans ces conditions devrait prendre la communion? Moi, je pense que l'Église doit elle-même se faire violence en adoptant des mesures qui vont pour tout le monde. Qui vont pour tout le monde. Pourquoi je le dis? Parce que effectivement, nous avons déjà vu, nous qui sommes dans l'Église catholique romaine, nous avons déjà vu des situations, nous avons évoqué des situations où on vous dit que ce monsieur est polygame, donc la femme, la 2e femme ou l'une des femmes ne doit pas se communier. On a déjà vu ça.
Mais comme quelqu'un demandait ici, quel est l'auteur de la deuxième femme? Même de la première. Ou de la première? Moi, je ne vois pas quel est l'auteur, mais c'est l'Église qui en a décidé ainsi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un cousin, pour être ordonné pasteur, a été sommé de se séparer avec l'une de ses femmes, et la deuxième notamment, qui est partie, qui a retrouvé son village natal. Et je la connais bien. Et puis, ils ont été ordonnés prêtre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, qu'il faut reconsidérer au niveau de l'organisation de ces différentes églises, même au niveau du Vatican. Comme vous dites, le Vatican doit vraiment aller droit au but également, mettre le doigt là où ça fait mal, notamment est-ce que les prêtres doivent se marier, est-ce qu'on doit ordonner les prêtres homosexuels, donc il y a beaucoup de choses qui menacent l'Église catholique romaine. Si les homosexuels sont les enfants de Dieu, et je cite le pape actuel, pourquoi ils ne devraient donc pas être ordonnés? Moi, je ne sais pas ce que vous appelez enfant de Dieu. Non, demandez au pape. Parce que les homosexuels sont dangereux. Hein. Ah bon? Oui, ils sont dangereux. Tu en connais? J'en connais beaucoup. Mais au pays, hein, je ne parle pas des gens de loin. On les fréquente tous les jours. Quand nous on les voit là, c'est des gens qui vous donnent l'impression qu'ils sont bien, mais ils sont dangereux. Moi, je me méfie beaucoup de... Quelle figure de style. Oui, ils sont bien, mais ils sont dangereux. Merci Bernard Owona. On passe la parole à la seule dame du plateau, Martine Daniel Buffalo. Vous êtes donc une dame, vous êtes également très concernée par cette affaire. Est-ce que vous devez payer les frais pour un homme qui a eu à prendre ces décisions? Parfait, ici, je dirais d'entrée de jeu que le choix de vie est personnel. Voilà. Donc, c'est le monsieur qui a décidé d'être polygame. La femme, nous supposons que si elle s'est mariée à ce monsieur, c'est tout simplement par amour. Elle a aimé un homme, elle n'a pas aimé deux hommes. Voilà. Alors, elle ne devrait pas payer le fait que ce monsieur soit polygame. Maintenant, s'il faille s'appuyer sur la Bible, qui pour moi, je pense que est le fondement de l'Église, ou alors ce sur quoi l'Église s'appuie, je vais me référer à ces hommes polygames de la Bible. Dieu n'a pas rejeté ces hommes polygames. Dieu Apparemment, parlait, dans la Bible, ils ont été les hommes les plus prospères. voilà, Dieu parlait aux polygames. Et ils n'avaient même pas deux maigres femmes et tout ça. Ils avaient des 70 femmes, Effectivement. 122 femmes. Non, on fait des procès pour quelqu'un qui a deux maigres femmes. Deux femmes. C'est rien du tout. Voilà. Donc, Dieu n'a jamais rejeté ces hommes polygames. Tout au contraire, il les a beaucoup utilisés pour des missions très fortes qui ont impacté l'Église jusqu'à ce jour. Maintenant, parlant de la femme qui va à l'église, ça veut dire qu'en fait, elle est à la recherche de quelque chose. Elle est à la recherche de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne devrait pas priver cette dame de cela parce que son mari est polygame. Et parlant des enfants de Dieu, je voudrais apporter une nuance ici. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il y a un processus. Il faudrait Vous pensez que la nuance est fondamentale Oui, la nuance entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Oui, la nuance est fondamentale. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il faudrait d'abord Et reconnaître. donc, pour vous, les homosexuels, on peut les mettre dans la catégorie des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, Pourquoi? d'abord. Oui. Maintenant, celui qui devient enfant de Dieu ne devrait pas se retrouver dans cette situation, puisque Dieu n'admet pas l'homosexualité. Enfant de Dieu veut dire reconnaître Dieu, reconnaître Jésus-Christ, adopter ses lois et vivre selon ses lois. Et parmi ces lois, il n'y a pas l'homosexualité. Il n'y a pas l'homosexualité. Et l'Église devrait accueillir tout le monde. Et c'est au fur et à mesure que les enseignements sont dispensés que chacun décide de donner sa vie à Jésus-Christ. Chacun décide de quitter de l'état de créature de Dieu et à enfant de Dieu.
Très bien. Merci Martine Daniel pour ce regard. Aimé Cyprien Olinga, Oui. Blériot le disait tout à l'heure, ça peut faire sourire, mais pour moi c'est encore pertinent. Dans notre église catholique romaine, nous condamnons la polygamie et donc nous condamnons tous les polygames. Ils n'ont pas droit au sacrement, ils n'ont pas droit à ceci. Entre-temps, l'église condamne les polygames, mais aime l'argent des polygames. C'est-à-dire que quand il y a quête à l'église, l'église envoie des demandes à tout le monde, y compris les polygames. Moi, j'ai connu un grand polygame avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, qui était un grand donateur au niveau de l'église catholique romaine. Il leur donnait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et qui prenait même la communion. On dit ça. Je sais pas Il si prenait la communion. Je sais pas si prenait la communion. On ne peut pas refuser la communion à quelqu'un qui donne des millions à l'église. Quelqu'un qui construit toute une église, toi, il vous fait sortir de l'église. C'est compréhensible. Ah, d'accord. C'est compréhensible. Moi, je construis ma chapelle, tu me refuses la communion, tu sors. Merci Pierre Blériot. Donc, on est contre les polygames, mais on aime l'argent des polygames à l'église. Ben, écoutez, moi je pense que l'Église, plus au sens large, qu'elle soit catholique ou protestante, a besoin aussi de faire son aggiornamento. Nous sommes à une phase de notre temps où il va falloir justement que les hommes essaient de se remettre en question pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui en principe devrait marcher après cet aggiornamento. Je pense qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Vous avez bien fait de le dire, ça s'observe, les polygames. D'ailleurs, on ne refuse pas les polygames à l'Église catholique. Le seul fait, c'est qu'ils ne doivent pas prendre certains sacrements. Mais c'est une forme de refus. Oui, mais maintenant, ça c'est les lois de l'Église. Et je pense pour ma part que c'est un plaidoyer, bien entendu, que effectivement, comme Madame l'a dit, c'est l'homme qui choisit deux épouses. Et pourquoi on devrait sanctionner les femmes qui... Et puis elle a si bien dit, moi j'ai enseigné les Saintes Écritures à l'Église catholique, et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que les très grands saints, les très grands prophètes, certains prophètes, lorsque vous voyez l'histoire du roi Salomon, Étaient des grands polygames. ben, on ne vous dira pas, mais moi j'ai jamais lu dans la Bible où on nous a dit que puisque polygame, le roi Salomon est allé en enfer. J'ai jamais lu des endroits où il y a d'autres grands prophètes à l'Église, dans l'histoire de l'Église, qui ont été des polygames. J'ai jamais vu que Dieu les a refusés au ciel parce qu'ils étaient polygames sur la terre. Moi, je pense que c'est des lois de l'Église. C'est des lois parfois que l'Église elle-même s'est dotée. Certaines lois qui aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec l'évolution du monde. Je pense que l'Église, tout comme la société en général, devrait faire son aggiornamento. Il y a un certain nombre de décisions qui, de mon point de vue, relèvent d'une époque qu'il va falloir absolument, si nous voulons avancer vers... nous voulons transformer l'humanité de manière viable, meilleure. Il faut revoir justement certaines règles qui gouvernent le monde, y compris au sein de l'Église. Très bien. Merci, M. Cyprien, Pierre Blériot, Niamek. Nous sommes donc en train de nous poser la question de savoir si même nous admettons, entre guillemets, ou alors nous concédons qu'on puisse sanctionner les polygames à l'Église catholique romaine. Est-ce qu'on devrait également sanctionner les femmes des polygames, elles, qui n'ont pas demandé à être polygames? Est-ce qu'il n'y a pas une injustice quelque part? C'est le problème fondamental posé par la haute personnalité ce matin. Parfois, ici, dans les travaux du père Menrad Hebga, il avoue que lorsque l'Église pénétrait le Cameroun, lui et d'autres ont participé à la déculturation de l'Afrique. Il dit, dans les villages où nous allions, moi, Hebga, j'ai participé à la déculturation des peuples en forçant les hommes à se séparer des femmes surnuméraires. C'est le mot qu'il utilise. L'Église occidentale qui est entrée au Cameroun est venue avec la culture occidentale. L'acculturation, donc l'émancipation des églises sous tutelle, doit amener nos prélats à proposer à Rome les valeurs africaines que Rome doit intégrer. Ce n'est pas seulement les chants. C'est-à-dire on a ajouté les tam-tams et autres. Non, les prélats, la plupart de nos prélats sont mariés
d'autres sont polygames. Ah Je bon? parle des prêtres et des évêques Ah bon? au Cameroun. Mais ça sont des déclarations. Je dis que compliquées. les prêtres et les évêques au Cameroun, Vous en connaissez certains? qui ont même les actes de mariage, c'est-à-dire qu'on peut produire leurs actes de mariage. Bon, donc, beaucoup sont même polygames. Je ne veux pas parler de ceux qui arrachent les femmes mariées. Bon, ça c'est autre chose. Je parle des évêques et des prêtres. Alors, cette hypocrisie-là est dangereuse. Vous savez que jusqu'à une certaine époque, les enfants issus des foyers polygamiques avaient même des problèmes. Oui. Voilà. On disait même qu'ils ne pouvaient pas entrer au séminaire. Au séminaire, vous savez, devenez prêtre. vous devenez prêtre ou pasteur. Comme si les enfants avaient commis un péché, Avec une souillure. avaient une souillure. Et on craignait qu'ils contaminent. Mais dans les séminaires et autres, les enfants des monogames devenaient homosexuels. Donc il faut faire attention. Et devenaient prêtres. Et devenaient prêtres. Il faut faire attention parce que l'Église, si elle ne s'ajuste pas, elle va se trouver battue en brèche. Donc c'est à vous les chrétiens de cette Église-là d'aller dans ces affaires-là, dire aux conférences épiscopales, dire aux modérateurs de quoi? De s'ajuster. L'Église doit prendre en compte la réalité culturelle des peuples dans lesquels elle veut exercer. Vous venez avec vos églises occidentales, vous venez imposer l'homosexualité, mais vous arrivez dans un peuple, vous combattez la polygamie. Encore qu'elle est la seule valeur qu'on doit défendre. Donc moi je dis clairement, je ne suis pas dans ces affaires. Et puis, Bernard Ona nous a pris l'exemple d'un monsieur qui a été obligé de se séparer d'une. Oui. Si tu viens chez moi, moi je parle de moi, tu émets une réflexion contre la polygamie, je te fais sortir. C'est clair désormais, j'ai dit que je ne négocie plus ça. Comment ça? Casse-tout en 2025 là. Si tu es chez moi, on est en train de manger ou de causer, tu émets une réflexion contre la polygamie, je te fais sortir. Il ne finit pas de manger. Tu ne finis. Parce que je vois que tu viens détruire ma maison. D'accord? Je te fais sortir. Et les femmes, dans ce cas-là, si c'était une mauvaise chose, même, elles seraient des victimes. Mais ce n'est même pas une mauvaise chose. Il faut épouser nos soeurs qui déambulent partout comme ça. À Bernard Rouen. Est-ce qu'on a les moyens de les encadrer? Ah ben, ça c'est une autre problématique. Parce qu'il faut être Niémec pour avoir 5 femmes. Bon. C'est pas tout le monde qui peut avoir 2 femmes. Bernard ou 3 Rouen, femmes. toi tu aurais pu en avoir au moins 2 quand même. Aïe, tu peux en avoir 3. Ma femme n'a pas accepté. Tu lui demandes, c'est parce que tu allais lui demander. C'est ça. Les femmes ne vous ont pas dit qu'elles voulaient que vous veniez. Elles voulaient que vous veniez avec les femmes. Merci. Nous allons lire quelques messages jusque-là parvenus. C'est vrai que j'ai plusieurs messages de téléspectateurs là qui me posent la question de savoir à quand la rediffusion de l'émission Libre Expression d'hier. Oh là là, je pense qu'on va voir avec le top management. L'émission a déjà été rediffusée. Donc, il y a eu rediffusion hier à 21h. Mais compte tenu de ces nombreuses demandes, on verra avec la haute hiérarchie comment programmer une deuxième rediffusion et vous serez les premiers à être informés. Un autre message, bonjour Espace Miné, bon début de semaine. La grosse différence se situe entre la culture des églises occidentales et celle orientale dans nos traditions. En Afrique, devrions être proches. Avant sa mort, le pape Jean-Paul II avait bien incité les Africains à lorgner du côté de leur tradition. Suivez mon regard. J'en profite, monsieur Haïssi, pour souhaiter une très bonne et fructueuse année au papa, monsieur Owona Bernard, et à monsieur Olinga. De telles personnes sont nécessaires dans le débat et la vie politique de notre pays. Pas besoin de rappeler à monsieur Niémec toute l'admiration que j'ai pour son intelligence. Bonne suite d'émission. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. De ce lundi matin sous la conduite du démineur en chef. Bravo à la dame sur le plateau qui a fait brillamment le distinguo entre créatures de Dieu et enfants de Dieu. Par rapport au thème, les églises conventionnelles ou traditionnelles et certaines églises de réveil ont à leur tête juste des capitalistes et hommes d'affaires. Tout s'achète et rien n'est gratuit. On ne monnaie pas les services de Dieu, on les reçoit gratuitement selon le verset biblique
le suivant. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, Matthieu 18. C'est l'Église qui doit voler au secours des nécessiteux. Quant à la polygamie, les choses anciennes sont passées, ancienne alliance. Sous la grâce, depuis la mission de Jésus, un homme pour une femme. C'est la vérité de la vraie évangile que beaucoup balaient du revers de la main. C'est Noël depuis Nkolebiswan. Autre préoccupation ce matin, nous partons du côté du 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Espace Miné, parfait, je veux juste vous dire merci pour l'émission d'hier. Libre expression, c'était du nectar. Oh, quel casting. Réunir autour d'une table 3 éminents professeurs et les meilleurs. Il faut être un journaliste diplômé, certifié, attesté et confirmé pour le faire. La modération alors, c'était comme disait un artiste, la ceinture au-dessus de la classe. Vous avez su maîtriser vos panélistes, qui n'étaient pas d'ailleurs faciles, surtout avec un Baébek tout près de Owenangini. Lorsque le professeur Messanga a dit connaître le porte-parole de la basse, vous avez directement saisi l'occasion et dire vous allez me passer son numéro. Là, j'ai vu un journaliste toujours à la recherche, pas seulement de l'information, mais la bonne information, tout comme les autres personnes. Je pense que vous verrez vous serez un très bon ministre de la communication, mais pas avec ce régime. Pour la simple et unique raison qu'il n'aime pas travailler avec les hommes compétents. Merci pour tout ce que vous faites. Parfait et Blériot. Bonne et heureuse année 2025. À vous, que Dieu vous comble d'une santé de fer, et pour le reste, vous allez gérer. C'est Herman DiCaprio depuis Bata. Merci Herman. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Bonjour Perfecto, vraiment il faut inviter le docteur Richard Macon sur Espace Miné. Quand le grand frère la parle, on dirait qu'il parle avec les remèdes. Il est percutant, intelligent et que sais-je encore. C'est Gaston Arandadi, fils et tout dit. Bon, docteur Richard Macon, c'est un frère, c'est un ami, on se connaît depuis de très longues dates. Il a souvent été sur mes plateaux. Je verrai. Un autre message, et c'est Papou, des dragages qui veut argumenter. Que dit Papou? Bonjour Espace Miné, le Dieu créateur avait conçu notre monde pour que lorsque l'on cultive les macabos ou les ignames, on doit par la suite creuser la terre pour récolter. Et ce même Dieu créateur a fait en sorte que lorsque l'on cultive l'avocat ou les mangues, on doit par la suite grimper sur un arbre pour cueillir les fruits. Aujourd'hui, on veut grimper les arbres pour cueillir les macabos et les ignames et creuser la terre pour récolter les mangues et les avocats. On condamne le mariage polygamique et on sanctifie le mariage homosexuel. C'est le monde à l'envers. En plus de cela, on ne refuse pas l'argent qui vient des polygames. De qui se moque-t-on? Papa Blériot, futur ministre de la polygamie. Ayop, c'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Merci Papou de me rejoindre. Il n'a pas dit qu'il te rejoignait. Non, je dis il faut qu'il me rejoigne. Bonjour, parfait. Dites à longueur de laisser Blériot tranquille. Il faut qu'il s'occupe de sa nourriture. Ah bon? Il y a un problème longueur contre Blériot? Non, parfait, il ne peut pas avoir un problème. Longueur est un artiste, il fait sa musique et autres. Quand il s'égare, je fouette. Si je fouette et il pleure à grosses larmes, ce n'est pas un problème. Il a essayé de répondre, disait rien de vrai. Bon, mais ce n'est pas important. Autre préoccupation ce lundi matin. Bonjour, le bas du micro et à tout ton panel. Je comprends pourquoi Niemek n'a pas beaucoup d'amis. Homme, aucune femme ne peut accepter voir son mari être l'ami d'un monsieur qui a 5 femmes. Serge Ango, directeur de Nice Coffee depuis Douala. Bon, c'est pas très vrai, sauf que quand je suis chez mes amis, j'ai un ami, je vais le citer, c'est vraiment, il est au consupé. Quand je suis chez lui, il veut être polygame. Vous savez ce qu'il passe le temps à dire? Non. Moi, je suis dans la dictature de la monogamie ici. Je lui dis que personne ne t'a attaché. Et sa femme, Jeanne, que j'aime bien, me dit que pardon, Blériot, enlève-moi les trucs là. Mais elle ne me chasse pas, voilà.
Otep avo perfecto, l'Église catholique crée simplement un transfert de valeur en se servant de manière fallacieuse de la Bible en dévoyant le message originel, ce qui crée un capharnaüm dans les valeurs africaines et les sociétés noires. C'est Saker, l'autodidacte, qui envoie cette préoccupation. Alors, nous allons lire peut-être deux dernières préoccupations. Bonjour, le grand... Bonjour, parfait, ici et toi. La dénonciation de M. Niemek est très pertinente et est une réelle entrave au droit au sacrement des épouses dans un mariage polygamique. Il en est de même pour les femmes dont les maris ne veulent pas présenter leur amour au Seigneur et aux hommes. Libérons toutes ces femmes dans ces situations non dépendantes d'elles de pouvoir bénéficier de leur sacrement. C'est un mixage de Berthois qui envoie ce message. Alors Charles Didier nous dit ceci ce matin. Bonjour messieurs, le problème de l'exclusion des femmes de la communion ne se limite pas aux seules femmes polygames. Cette situation concerne également les couples qui n'ont pas contracté mariage à l'Église catholique romaine. Il est paradoxal que l'Église leur interdise la communion, tandis que les femmes célibataires qui vivent en concubinage sont autorisées à y participer. Il est essentiel que l'Église catholique romaine respecte les droits de tous, je suppose que vous voulez dire de tous les chrétiens, sans discrimination ni double standard. Alors, une autre préoccupation. Allons au +1. Il s'agit de quel pays là? Les États-Unis ou au Canada? C'est le Canada. Bonjour Monsieur Parfait ici et un bonjour spécial à ton consultant planétaire, Monsieur Casto. Juste vous faire savoir qu'ici à Toronto, nous avons beaucoup apprécié votre émission de libre expression d'hier avec un panel d'invités de très haut vol, malgré le fait que nous n'avions pas apprécié le fait que le professeur Bayebeck appelle le professeur Meillon le fils à papa. Parfait ici, dis-nous s'il vous plaît, qui vous donne l'inspiration pour poser des questions pertinentes. Au point où Sanga et Elimbi Lobé étaient toujours en train de vous féliciter du fait de vos questions pertinentes. Le franco-canadien. L'inspiration, elle me vient du très haut. À tout de suite pour la suite. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous
rendez-vous avec l'écho, des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 5 champs à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, hein, que d'histoire. Mais je vous propose de commenter et d'analyser justement ces thèmes inscrits à l'ordre du jour dans le cadre de lundi politique. Nous parlons justement politique et nous nous interrogeons sur l'année 2025. Nous y sommes. Année 2025 sur le plan politique. Faudrait-il craindre au regard de certains faits, au regard d'une tension extrêmement vive au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, au niveau de la société, dans nos gargotes, dans nos quartiers, dans nos villages. Est-ce qu'il faudrait craindre pour 2025 au Cameroun? Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, avez-vous également fait le constat selon lequel il y a apparemment de l'électricité dans l'air sur le plan politique cette année? Effectivement, il y a de l'électricité dans l'air. Je le disais dernièrement que l'année 2025 a commencé sur des chapeaux de roue. L'activité politique sera intense et dense ces prochaines semaines, ces prochains mois. Le président d'ailleurs a, je peux dire ainsi, donné le déclic avec une petite phrase lors de son adresse le 31 décembre lorsqu'il parlait de sa détermination à servir le peuple camerounais qui reste intact. Chacun a pris cette phrase-là comme il voulait. Les évêques sont sortis de leurs églises, les hommes politiques sont sortis de leurs chapelles politiques, les observateurs de la société civile, les journalistes, chacun a interprété. Et aujourd'hui, on a vu
que le président Biya a pratiquement lancé l'année politique 2025. Le président de la République, lors de la présentation des vœux, pour ceux qui ont bien observé, a échangé longuement avec la présidente de l'UDC, Madame Damjoya, le maire de Fumban. Et les personnes qui étaient tout à côté disent qu'il était question d'une doléance que Madame Damjoya a portée au président de la République, qui a été, j'allais dire, au-delà de la galanterie. Il a été respectueux de cette dame politique, qui est une grande femme politique, qui a déjà déclaré sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2025. Donc cette dame lui parlait de la révision du code électoral. Il disait, Monsieur le Président, vraiment c'est tout ce que nous vous demandons. S'il vous plaît, le Président s'est arrêté. Il l'a suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Donc l'année politique en 2025 est déjà partie. Sur ce plateau, il y a des leaders politiques. J'espère que parmi eux, il y aura des candidats à l'élection présidentielle. Oui, il y a déjà un candidat déclaré sur ce plateau. D'accord. Aimé Cyprien Olinga. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc moi, je veux dire qu'il peut donc, si les uns les autres ne restent pas à leur place, si les uns les autres ne font pas preuve de résilience, si les uns les autres ne font pas preuve de beaucoup de responsabilité et même de maturité, on peut donc craindre le pire. Parce que si vous avez un ordre gouvernant qui est arrogant, qui est zélé, qui est des va-t-en-guerre, comme on en connaît dans les rangs du RDPC, dans le rang du gouvernement, il y a des gens comme ça qui sont prêts à mettre de l'huile sur le feu. Et que, du côté de l'opposition, vous avez des gens qui sont vraiment champions à entretenir le spectre, la psychose du feu, de la bagarre, etc. On craindrait donc qu'on puisse arriver à une situation qui peut dégénérer. Mais je pense que politiquement, les uns les autres doivent faire montre de beaucoup de maturité pour que seule la compétition politique, la compétition politique prime. C'est-à-dire que le président Olinga, qui est ici, n'a pas besoin d'aller bagarrer avec le patron politique du RDPC de la Moufou Afamba pour qu'il montre ses muscles. C'est-à-dire que c'est son projet qu'il présente, c'est projet contre projet. C'est projet contre projet, ce n'est pas des personnes qui viennent là comme des Nganou, le bagarre pour écraser ceux qui ne sont pas très forts. Mais je crois que si les gens restent dans leur rôle, dans leur posture, les choses vont bien se passer. Mais il faut toujours craindre chaque fois qu'il y a une élection au Cameroun et en Afrique généralement que ça se termine mal parce que toutes les conditions doivent être réunies à partir de l'ECAM. C'est-à-dire que les gens doivent aussi apprendre aujourd'hui à respecter le verdict des urnes. Vous savez que les gens n'ont pas cette culture au Cameroun. En Afrique de l'Ouest, c'est très loin, c'est avancé. Quand il y a élection au Ghana, quand il y a élection au Nigeria, quand il y a élection au Sénégal, on voit comment ça se passe. Bernard, certains trouvent une réponse à ce que vous êtes en train de dire là. C'est-à-dire que les Camerounais aient la culture de respecter le verdict des urnes. Alors, voilà ce que rétorquent certains. Ils disent qu'au Cameroun, les dés sont des APP. C'est-à-dire que l'ECAM, qui est l'organe en charge d'organiser les élections, c'est de l'arbitre au niveau des scrutins. Ils disent que l'ECAM est déjà chapeauté par l'ordre gouvernant et donc l'ECAM n'a plus une certaine indépendance. Voilà pourquoi facilement certains Camerounais n'acceptent pas facilement, excusez la tautologie, le verdict des urnes. C'est un faux argument? Moi, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Vous savez que... Est-ce que l'ECAM est indépendant? L'ECAM se bat. Non, je ne veux pas savoir s'il se bat. Est-ce qu'il doit se battre? Ou alors il doit être indépendant? L'ECAM est dirigé par des Camerounais. On ne devrait pas aller au Mali. Les Camerounais du système. On ne devrait pas aller au Mali chercher des gens pour diriger l'ECAM. Donc, l'ECAM est dirigé par des Camerounais qui, peut-être par le passé, ont eu des accointances avec le parti au pouvoir. Est-ce que c'est non sérieux? On parle du parti au pouvoir. Quand on entre à l'ECAM, ce n'est pas le président de la République ou du président du RDPC qui vous dit de ne pas assumer vos responsabilités d'organisateur des scrutins. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut avoir appartenu au RDPC et arriver à l'ECAM, être sérieux, servir le Cameroun comme ça se doit. Merci. On va passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, il y a un aspect. Nous sommes d'accord, enfin. Bernard Ona est d'accord que les deux partis en compétition, je vais mettre les guillemets, quand les deux partis, il y a le gouvernement
Pourquoi je mets les guillemets? Parce que le gouvernement n'est pas en compétition contre... voilà pourquoi je mets les guillemets. Alors, si le gouvernement continue à briller par une certaine arrogance, je prends les mots de Bernard, et maintenant, une certaine opposition au Cameroun, entre guillemets, de mauvaise foi, qui est également dans une logique de mettre le feu, est-ce que vous ne voyez pas qu'effectivement, ce sera coincé? Je voudrais d'abord revenir pour dire que, vous savez, j'ai omis tout à l'heure, et cette question me permet de répondre un peu à Bernard sur cet aspect du problème. Vous savez pourquoi, lorsque j'ai été interpellé et que 15 minutes, je crois 30 minutes après, j'ai fait venir le secrétaire national à la communication du parti en cellule. Parce que pendant qu'on m'auditionnait, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux. Toutes les plateformes numériques de notre parti étaient en ébullition. Et il y avait des Camerounais qui étaient déterminés à venir envahir le commissariat central numéro 4 pour me libérer. C'est pour ça que, très rapidement, j'ai demandé au secrétaire national à la communication de venir immédiatement là-bas. Et quand il est arrivé, je lui ai dit d'aller immédiatement informer objectivement l'opinion nationale et internationale que pour l'instant, ce ne sont pas des raisons purement politiques qui m'ont amené ici. Tout à fait. Parce que si je ne l'avais pas, et très rapidement, vous avez pu observer sur toutes nos plateformes numériques, il a donné les vraies raisons et ça a permis de baisser la tension. Tout à fait. Et c'est pour dire qu'en réalité, le Cameroun en 2025 sera ce que les acteurs politiques voudront qu'il soit. Mais davantage, nous voulons que du côté du pouvoir, les gens apprennent à être un peu sérieux. Parce que justement, le feu ne viendra pas de l'opposition. Le feu viendra justement, non seulement de cette arrogance auquel vient de faire allusion, mais de l'opacité. Vous avez dit que Mme Damjoya, lors de l'entretien, aurait parlé de la révision. Depuis combien de temps tous les partis politiques de l'opposition, y compris Aimé Scipio Linga qui est assis devant vous, nous demandons, nous avons même supplié, qu'il faut revoir ce système électoral qui est unique et qui est problématique, qui est même conflictogène. Mais du côté du pouvoir, on a toujours gardé un mutisme, on a toujours une arrogance. Ben, écoutez, quand nous disons qu'il faut revoir le système électoral, je vous assure que si un certain nombre de choses, dans le sens de rendre le scrutin présidentiel d'octobre 2025 transparent, équitable et véritablement démocratique, ne sont pas mises en œuvre en aval, nous ne pouvons garantir de rien. Nous craignons fortement parce qu'il est possible qu'une seule étincelle aujourd'hui entraîne une révolution populaire. C'est-à-dire que on a failli de peu lundi. Moi, j'ai dit aux gens, je ne veux pas prendre le pouvoir par une révolte populaire. Nous souhaitons une révolution démocratique telle qu'elle s'est passée au Sénégal. Mais si les gens veulent continuer à provoquer le peuple pour qu'il se soulève et disent à M. Linga, si vous le révolutionnez, venez prendre le pouvoir, nous n'allons pas cracher dessus. Nous disons que nous voulons des conditions. Nous voulons que les conditions. Nous voulons que. Non. Nous voulons que vous êtes prêts à arriver au pouvoir par tous les moyens. Nous disons que nous voulons que les conditions d'une élection transparente, comme on l'a vu au Sénégal, soient garanties. Que nous voulons que les conditions d'une élection crédible, comme on l'a vu au Ghana. Dieu seul sait que c'était un révolutionnaire qui a bâti le système électoral ghanéen. Ce n'était pas un démocrate à la base, mais il est devenu par la suite, après avoir opéré les réformes de refondation de l'État. Nous disons, je voudrais chuter en disant que il faut que le président comprenne que les deux principales raisons qui peuvent faire baisser la tension, c'est cette révision de notre ensemble du système électoral, y compris le dit du fichier, le dit de ce fichier par un organe indépendant, parce que nous avons la certitude qu'il y a trop de tripatouillage autour de cette affaire-là. Deuxième chose. Vous avez la certitude. Nous avons la certitude. Parce que quand vous avez... Est-ce que vous avez les machines de l'ECAM? On n'a pas besoin d'avoir les machines de l'ECAM pour constater au regard d'un certain nombre de chiffres qui sont donnés et puis qui se contredisent par la suite, des additions qui ne donnent pas effectivement le total. Que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Il faut un audit pour qu'on se rende même compte que ces gens qu'on a inscrits là, il n'y a pas de morts. Et je vous assure qu'il y a des morts là-dedans. Il y a même des gens qui sont inscrits 2, 3, 4 fois. Il faut un audit d'un organe véritablement... Il faut toiletter le fichier. J'ai dit l'audit.
Parce que toiletter veut dire simplement que c'est l'ECAM qui reprend sa chose et il commence à vous dire vraiment on a toiletté. Nous ne pouvons pas avoir confiance. Nous disons aussi pour chuter une chose essentielle. En dehors de la révision du système électoral, en dehors de l'audit du fichier électoral également, il faut que le président, notre président de la République, qui a beaucoup travaillé, comprenne que sa candidature est en elle-même un problème aujourd'hui pour les élections de 2025. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que nous savons que tout le braquet administratif... Que dit la Constitution? Attendez, ce que dit la Constitution, parfois la politique est-ce que le président, est-ce que la candidature du président Paul Biya, si jamais il est candidat, est-ce qu'elle est légale? La légalité ne suffit pas, il faut encore la légitimité. Je suis en train de dire que... Vous avez fait un sondage pour parler de légitimité? Je suis en train de dire, si vous voulez que notre pays basse, ce n'est pas un problème. Tout le monde, nous serons tous dans ce pays. Je suis en train simplement... Non, attendez, laissez-moi finir ce que j'avais envie de dire. Vous n'allez pas remettre du Bible de Ronan Guinness sur ce plateau. Hein? Non, je suis en train de dire, moi je suis sérieux là. Et je veux que ce pays traverse cette phase avec beaucoup de sérénité. C'est compris. Et pour qu'il y ait donc la sérénité, je suis en train de vous expliquer. Il faut qu'il y ait transparence. Il faut qu'il y ait transparence. Et il faut effectivement, parce que nous disons que le président, depuis quand même 43 ans à la tête de cet État, nous savons que sa candidature va faire en sorte que les élections ne soient pas transparentes. Pourquoi? Parce que toute la machine, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit administrative, s'est toujours mobilisée pour le président. Et en dévoyant le système électoral, nous disons que si le président dit, le RDPC a des brillants, s'il y a un autre candidat, ça fera en sorte que Elections Cameroun, le Conseil constitutionnel et tous les autres vont travailler pour que les élections soient minimalement transparentes et ne seront pas au service, parce qu'ils se donnent toujours le devoir d'être au service du candidat Paul Biya. Très bien. C'est votre avis. On va passer la parole à une dame qui n'est pas une simple dame sur ce plateau. Elle est la présidente nationale du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, Martine Daniel Bofolo. Lorsque vous regardez cette année 2025, est-ce que vous avez peur sur le plan politique? Parfait, ici, en tant que femme politique, je ne me dois pas d'avoir peur. Sauf que nous devons reconnaître que le Cameroun est à un moment charnière de son histoire. Et l'année 2025 offre des opportunités et présente des défis que ceux qui sont au pouvoir devraient saisir. Premièrement, il faudrait déjà revoir l'appellation qui est donnée aux autres partis politiques, à savoir les partis d'opposition. Je pense que, étant donné que nous sommes tout simplement des adversaires politiques, il faudrait déjà ranger les différents partis politiques selon l'échiquier politique. On doit vous appeler comment? Il faut appeler chaque parti politique par son nom ou alors ranger selon la droite. Quel est le débat que vous voulez encore poser ce matin? Oui, si vous n'êtes pas du pouvoir, vous n'êtes pas de l'opposition? Ce débat a sa place. Pourquoi? Parce que chaque mot véhicule un esprit. Et c'est ce qui fait que sur le terrain, nous avons dans ces guerres et ces tiraillements, au lieu de laisser les idées s'entrechoquer, ce sont des personnes physiques. Vous êtes de l'opposition, oui ou non? Je suis la présidente nationale du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. En d'autres termes, je préfère qu'on dise que je suis du parti refondateur. Ok, passons. Voilà. Donc, cela pose le problème de l'esprit. Donc, comment se joue, comment se présente le jeu politique sur la scène. On se retrouve là à voir des hommes qui s'entrechoquent, qui veulent s'en prendre aux mains, alors qu'il faille laisser les idées s'entrechoquer. C'est un débat d'idées. C'est une présentation de différentes visions politiques ou alors des programmes politiques, quitte à ce que le peuple fasse le choix qui lui convient. Il faudrait donc déjà résoudre ce problème. Au-delà de cela, étant donné que je suis une femme, je suggère à l'État de veiller à la promotion de la représentativité en ce qui concerne le genre. Et qu'il ne soit pas exclu qu'à l'élection présidentielle,
qu'il y ait effectivement des candidatures féminines. Est-ce qu'on va aller forcer les femmes à être candidates? Non, pas du tout. Nous avons des présidentes nationales, nous avons des femmes si qui les voudraient se présidentes nationales ne présenter. veulent pas être candidates, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas le problème ne se trouve Vous pas. serez candidate? Je serai candidate. Ah, d'accord. Le problème ne se trouve pas Voilà à ce une autre niveau, candidature déclarée. mais au niveau des obstacles que nous rencontrons sur le chemin. Si vous-même vous commencez à raisonner dans le style il faudrait qu'on laisse des histoires à partir de l'opposition et ceci, est-ce que vous-même vous n'êtes pas déjà en train de mettre des obstacles sur votre chemin? Parce que finalement, vous risquerez d'être un parti qui n'a pas d'identité, vous ne pensez pas? Des obstacles à quel niveau? C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous déterminer. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous n'êtes pas de l'opposition. Non, c'est pas, le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est-à-dire, vous avez les germes du flou dans votre formation politique. Non, ce n'est pas les germes du flou, tout au contraire. Je voudrais que les choses soient... Vous êtes proche du pouvoir, c'est ça? Je ne suis pas proche du pouvoir. Vous êtes un allié du pouvoir? Non, pas un allié du pouvoir. Vous soutenez de temps en temps le pouvoir? Je suis un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Et qui est donc? C'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'elle soit... Non, c'est le mot opposition qui crée tous ces problèmes. Pourquoi opposition te donne des démangeaisons? Non, parce qu'on n'est pas forcément opposé à tout ce que fait le parti. Vous êtes donc un parti de proposition? Non, pas un parti de proposition. Vous êtes donc quoi? Parce que s'il faille parler de parti de proposition, pour moi, sauf erreur de ma part, j'entends ça comme étant allié au parti au pouvoir. Ça veut dire qu'on vient les aider à garder le pouvoir, à mieux servir le peuple, non? Tel n'est pas le cas. Pierre Blériot-Niémec, nous parlons d'un sujet, ma foi, fondamental ce matin. Ils sont nombreux qui le disent, que certains indicateurs démontreraient que 2025 sur le plan politique risquerait d'être compliqué. Vous qui êtes un observateur très averti de la scène politique au Cameroun, si jamais c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que nous puissions avoir une année 2025 calme, paisible, sereine, avant, pendant et après ce scrutin de 2025? Non, nous ne pouvons pas, ça, ce n'est plus possible. C'est Dieu seul qui peut nous donner une année calme, paisible, sereine. Non. Non, ça, ce n'est plus possible. Nous sommes de la presse privée, madame, vous le savez. La CATV, c'est la presse publique. Ce n'est pas stigmatisant de dire que nous sommes de la presse privée. Pas du tout. Et que les autres sont de la presse publique. Vous aspirez à prendre le pouvoir, vous devez vous opposer donc à ceux qui sont au pouvoir pour le moment. Donc, cette nouvelle théorie-là, il ne faut pas qu'elle vienne s'installer. Vous êtes des partis d'opposition. Et même les partis de proposition, ça n'existe pas. C'est les partis de la majorité présidentielle, ceux qui se sont alliés déjà. Pour que ce soit clair, il faut bien que le peuple sache que vous vous opposez à quelque chose. Tout à fait. Si vous êtes pour cette chose-là, alors vous êtes un parti d'alliance. Vous allez vous les retrouver, les gens de OONA. Oui. Bon, nous sommes donc de la presse privée et ce n'est pas stigmatisant. Pour l'année 2025, tout a été fait pour que ce soit une année chaude. Ah bon? Oui. On n'a pas résolu les problèmes qu'on devait résoudre avant 2025. Tout à fait. La crise anglophone perdure. D'accord? Vous voyez l'élection comment en zone anglophone en 2025. Parce que là, on ne choisit plus les députés et les maires. On se choisit un chef d'État en 2025. Après 9 ans de guerre de l'autre côté. On dit quoi? Est-ce qu'on a la formule magique avant octobre? Ou encore on va biaiser, on va dire qu'on fait un truc rapide et puis il y aura un président. De ce point de vue-là. Vous avez des sorties qui commencent à être tonitruantes. Il y a des gens qui attendaient que la conférence épiscopale parle. Elle a donc parlé. Moi, j'ai un ami qui m'a envoyé la lettre, une longue lettre. Ouais. J'ai eu la patience de la lire. La conférence est encore plus dure alors que les sorties de quelques évêques. La conférence décrit la situation carrément chaotique dans laquelle nous nous trouvons. La conférence observe que les violations des droits de l'homme ont été exacerbées, que le piochage dans la fortune publique s'est exacerbé, que beaucoup se sont rendus coupables de beaucoup d'exactions de cette nature-là. La conférence fait des propositions aussi dures. Est-ce que le pouvoir en place va se montrer audible ou alors sourd? Parce qu'une sorte de surdité donnera l'impression d'un mépris qui ne pourra pas être supporté. Alors, si on veut que les choses soient un peu acceptables, il faudra qu'on aille vers le consensus. J'ai entendu que Mme Damjoya aurait chuchoté aux oreilles du chef de l'État
des choses dont il aurait dû être informé depuis longtemps quand même. Le président de la République, nous dit-on souvent, est l'homme le plus informé du Cameroun. Il n'ignore pas que le code électoral n'est pas bon, il n'est pas consensuel. Et que pour 2025, là, s'il est sûr de gagner, moi je ne suis pas contre. Hein. C'est le RDPC qui va se choisir son candidat. Mais je ne veux pas d'un candidat qui ait tous les atouts institutionnels avec lui. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, tu as l'armée, tu as l'administration territoriale, tu as l'ECAM, tu as le Conseil constitutionnel. Mais qui peut te battre dans ces conditions-là? Personne ne peut te battre. Et c'est ça qui est un problème. Mais Blériot, presque tous les chefs d'État ont l'armée, ont l'ECAM. Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Les Vous connaissez un chef d'État qui n'a pas l'armée? Oui, non. Dans d'autres cas, l'armée est en dehors de tout cela, d'une part. Mais les institutions qui organisent les élections, vous savez, en France, vous ne pouvez pas contrôler le processus électoral au point de le diriger. Ces gens-là, ils font leur travail administratif et ils produisent des résultats. Ici, quand je dis tu as l'armée, ça veut dire que tu es capable de la mobiliser. Oui, tous les chefs d'État sont capables de mobiliser l'armée. Mais l'armée camerounaise aussi, qu'on dit être républicaine, je sais qu'elle le sera. Hein. Elle le sera. Ou elle l'est même déjà. C'est-à-dire que c'est une armée qui laisse la politique aux politiciens. Elle se met là pour des questions de défense. Non, il faut que la scène politique soit décrispée. Il y a trop de crispation. Il y a trop de menaces. Il y a trop d'incertitudes. Pour qu'on entre dans une belle année électorale, il faut une décrispation. Il y a des gestes de bonne foi qui doivent être manifestés au niveau du code électoral et d'autres gestes encore de bonne foi pour qu'il y ait décrispation. Merci Pierre Blériot. Disons encore rapidement quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour le métronome parfait Haïti. Je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. Je souhaite entrer en contact avec votre consultant planétaire, Monsieur Bernard Owoda, Monsieur Alain Douk. Essayez de m'appeler après l'émission, hein. J'espère que c'est pour des choses sérieuses parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Alors, le thème, monsieur Haïti, est très intéressant. Ça me permet de répondre brièvement. Il ne faut pas craindre. La peur changera de côté et les diverses gesticulations et tentatives d'intimidation que l'on observe depuis peu justifient aisément cette assertion. Quand bien même l'ordre gouvernant zombifie les intellectuels qui lui sont affidés, ces derniers ne demeureront pas bête éternellement au vu de l'effet boule de neige que le vent du changement suscite de plus en plus dans le mental de chaque Camerounais lambda. Assia à la dame, soit vous êtes du parti au pouvoir, au proche du pouvoir, soit vous faites partie de l'opposition. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est Bertrand Amarois qui envoie la préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour le général du micro. C'est toujours un vrai régal de vous suivre sur vos différentes plateformes télévisées. Cette dame est dans la distraction politique. Elle a le malheur de partager le plateau avec le phénix Blériot Niemek qui ne l'a pas raté. Merci de dire la vérité aux Camerounais, car seule la vérité affranchit le général de Dieu Adolphe depuis Yaoundé. Autre préoccupation. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour le plateau et son animateur. Même si un ange venait du ciel, il ne pourrait vaincre Paul Biya dans le système qu'il a construit pour rester toujours au pouvoir. C'est Paul Ouyepe qui envoie donc cette préoccupation. Bonjour les têtes pensantes. Je voulais juste souligner que la dame a raison sur la généralisation abusive du terme parti d'opposition. En France, par exemple, on préfère qualifier les partis par leur régime idéologique, parti de droite, parti de gauche, parti du centre. Et lorsque un parti de droite a le pouvoir, le parti de gauche devient quoi? Tous les autres sont des partis d'opposition. Autre message ce matin, alors que dit le téléspectateur? Perfecto, moi j'ai déjà acheté mes 2 sacs de riz à 30 000 francs au boulevard du 20 mai. J'attends la prochaine vente promotionnelle des sardines et de l'huile. Et après ça, je serai paré à toute éventualité de 2025.
Parce qu'il a mangé 200 de riz pendant 10 mois. En passant, perfecto, les positions de la dame sur le plateau sont à l'image de son foulard. C'est un très beau foulard, alors. Non, il continue. On ne sait où ça commence, où ça finit, encore moins dans quel sens ça va. Et quand je regarde vraiment le foulard de la dame, ce n'est pas trop faux quand même. Je la soupçonne d'être la femme de Robert Kona. Incroyable. Bernard Owona, est-ce qu'il n'est pas aussi temps, comme je pense, c'est vous-même qui avez commencé à le dire, ou bien quelqu'un d'autre sur ce plateau, que plus que jamais nous recommencions avec les enseignements sur la culture politique? Je ne sais pas s'il se fait tard, mais qu'on commence quand même à dire aux citoyens que c'est un combat d'idées et non un combat d'individus. Nous devons débattre et non combattre. Nous devons simplement nous dire que les urnes devraient parler. Est-ce que ce langage peut encore passer, ou alors une race d'individus est déjà formatée? Le langage doit passer. Le langage doit passer parce que nous sommes obligés de le dire. L'année sera difficile. Il faut le dire. Le dire n'est pas être un oiseau de mauvais augure. L'année sera difficile parce que on a une élection majeure, l'élection maire, l'élection présidentielle. Mais avant toute chose parfaite, je voulais dire quelque chose simplement qui me gêne un peu parce que chaque fois que je regarde les débats sur plusieurs chaînes de télévision, les gens parlent de la candidature du président Biya. Oui. Moi, je suis du RDPC. Je pense que les gens qui sont de l'opposition ne devraient pas s'intéresser à la candidature du président Paul Biya. Et pourquoi? C'est pas leur affaire. Ils s'intéressent à l'organisation des élections. Non, là, c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre Oui, débat. Attendez un peu. Non, c'est un autre débat. Attends, je pense Aimé. C'est injuste. C'est même sa candidature qui entraîne ce débat. Parce que sa candidature mettrait en branle justement toutes ces institutions, en principe qui devraient être indépendantes, mais pour se mettre à son service, tout le monde sait que depuis longtemps, chaque fois que le président est candidat, toutes ces institutions-là se donnent le devoir de l'accompagner pour conserver le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, l'élection Cameroun, toute l'administration se met en branle pour le candidat Paul Biya. Je vous comprends. Je vais vous dire quelque chose, président Olinga. Je vais vous dire que en 2018, l'élection que nous avons vécue était une élection bien disputée. Mais honnêtement, le RDPC, c'est une véritable grosse machine qui ne fait pas de détails, qui ne fait pas de cadeaux à ses adversaires. Je vais donc vous dire aussi que nous voulons des élections, nous ne voulons aucun cadeau à l'opposition, mais nous voulons des élections transparentes, crédibles et équitables, qui ne font pas d'un candidat, le candidat de l'administration, le candidat du Conseil constitutionnel et d'élection. C'est ce que nous disons simplement. Je vais vous évoquer le passé. Je vais vous dire qu'en 1992, moi j'étais un jeune président de sous-section à Yaoundé. Moi, j'ai vu le RDPC, le président Biya en difficulté. C'était en 92. En 92. Ils ont pris des dispositions. Je vous dis, non, ils ont pris des dispositions. Moi, Blaireau, je vais vous dire. Mais c'est ça, c'est même pour ceux qui ont pris des dispositions et ils se disent qu'ils ne voudront plus jamais être dans cette situation. Le jour où les gens vont sérieusement s'organiser pour faire tomber le régime, ça va passer. Pour l'instant, le régime prend des dispositions pour ne pas tomber. Donc c'est de bonne guerre. Ils prennent des dispositions en organisant des élections qui ne sont pas transparentes pour ne pas tomber. Bon, moi je ne sais pas ce que... Mais c'est ça, c'est ce que nous disons. Vous savez que l'opposition est représentée à l'Assemblée, non? C'est pas ça le problème. Vous savez que l'opposition a des mairies, non? C'est ça veut dire que là où les gens sont, là où l'opposition est sérieusement organisée, il n'est pas possible que celle-ci puisse venir. Non. Nous voulons des élections libres, transparentes et équitables, qui donnent les chances égales à tous les compétiteurs. Ce n'est que ce que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose. Et pour qu'il en soit ainsi, nous disons que la non-candidature du président Paul Biya fera que l'administration ne se trouve plus obligée d'être partisane. La non-candidature du président Paul Biya fera en sorte que le Conseil constitutionnel ne se sente plus l'obligation de le déclarer élu. Vous aussi, si un candidat vient du RDPC, il n'aura pas le même moyen là. Nous disons que le candidat qui sera investi Paul Biya comme un totem alors. Mais vous voyez comment? Si un candidat est investi par le RDPC, ce candidat aura pratiquement les mêmes moyens, le même accompagnement, parce que c'est le président qui a nommé tous ces gens-là et votre candidat là n'aura pas de à Paul Biya, pas au RDPC. Voilà.
Un autre message, hein. Allons rapidement du côté de plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfecto. Et au panel, chapeau perfecto pour le panel d'hier. Et Limbi m'a franchement bluffé hier. Ça se voit qu'il connaît l'environnement politique de ce pays. Navré qu'il passe le temps à tirer sur Camto, sur qui on doit aussi compter, s'il vous plaît. Demandez à Blériot et aux autres d'aller mollo avec Meillon pour qu'ils ne désertent pas un de ces jours le plateau. Non, on a aussi besoin de cette contradiction. Il a le cuir dur. Il semblerait que Madame Tomaino a échangé avec le président de la République et qui a donné l'impression de n'avoir pas été au courant du travail sur le code effectué par cette partie politique. Ce qu'on lui a adressé n'est jamais arrivé. Pourquoi ne pas introduire la biométrie totale de telle sorte que toutes les empreintes enregistrées soit nationale au niveau des bureaux de vote. On espère que à la section parlementaire de mars, les députés vont faire des retouches, ne serait-ce que selon les réquisitions de Elecam. C'est Ndoba du côté de Ferrari en Italie qui envoie le message. Pierre Blériot, j'ai une autre préoccupation, hein. Madame Ndamjouya, Madame le maire ancienne députée de l'UDC et Madame le maire donc actuel de Fumban qui parle encore de cette révision par exemple du code électoral et de tout ce qui va avec. L'élection, c'est dans pratiquement déjà 10 mois. C'est encore possible qu'on puisse revoir un certain nombre de choses quant à l'organisation de ce scrutin qui revêt une importance capitale? Bien sûr, il y a des sessions prévues à l'Assemblée nationale. On peut même convoquer une session extraordinaire si le besoin est. Donc, si on veut, on peut. Et moi, je crois que ce serait... il arrive que le président Paul Biya suive Espace Miné. Ouais. Président Paul Biya, ce serait le meilleur cadeau que tu nous donnerais pour ta sortie, pour ton départ. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu permettes aux Camerounais de s'exprimer. Donc il parle déjà. Il ne parle pas comment. Il faut arrêter ça. Il ne parle pas comment. Non, vraiment. Pourquoi tu t'énerves? Non, je ne parle pas. Il ne parle pas comment. Il parle avec beaucoup d'assurance. Et toi, tu veux qu'il reste? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne tape pas Bernard C'est pas ce que j'ai dit. Vraiment. Nous avons d'autres forces qui veulent travailler et veulent prendre le pays pour le transformer. Pour rendre un meilleur service. Oui. Vous savez, Ahidjo a pensé le Cameroun au moment de son départ. Il a regardé autour de lui. L'homme qui lui a semblé être le plus adéquat pour prendre les rênes, il l'a désigné. De manière constitutionnelle, le président Paul Biya a pris le pouvoir. Dans les choses dans lesquelles il a imité Ahidjo, il faut qu'il imite également Ahidjo dans la sortie moins tumultueuse. Très bien. Voilà. Alors, Martine Daniel Bofolo, en tant que présidente de parti politique et maintenant candidate déclarée pour l'élection de 2025 au Cameroun, les règles du jeu, pour vous conviennent-elles? Avez-vous l'impression qu'en l'état actuel des choses, il est possible qu'un candidat autre que M. Paul Biya, s'il est candidat à nouveau, puisse le renverser? Vous savez, en ce moment, nous avons besoin des élections véritablement concurrentielles. Donc, il faudrait que tous les candidats, dès le départ, aient les mêmes chances, comme cela a été dit tout à l'heure. Le départ du président actuel serait une bonne chose pour le Cameroun parce qu'effectivement, même si le RDPC présente un autre candidat, les conditions ne seraient plus les mêmes. Parce que, comme le disait tout à l'heure Blériot, ceux qui sont en charge d'organiser les élections ne se sentiraient pas, ou alors ne se sentiraient plus redevables. Parce que le RDPC, pour le moment... Est-ce que le président, par exemple, du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana, est redevable du président Paul Biya? Oui. Tu n'as pas vu comment il sautait le jour de sa nomination? Il était joyeux, c'est une nomination. C'est une nomination, mais... Mais qui l'a nommé? Est-ce que le président, il est comme se sent redevable envers le président Paul Biya? Évidemment, tous ceux qui sont nommés... Pourquoi tu cites maintenant ceux qui se sentent redevables? Tous ceux qui sont nommés... Est-ce que le président de l'Assemblée nationale a les mêmes problèmes? Évidemment. Même le président du Sénat? Oui, puisque ils sont désignés depuis le... Et le ministre de l'administration territoriale? Il y a
Là-bas même, tu as exagéré. Là-bas, c'est grave. Là-bas même, c'est grave. Le chef des Avec ça, abeilles, on pourrait gagner. le chef des abeilles et des serpents affamés. C'est Oui, c'est grave. pourquoi la majorité des Camerounais souhaitent que le président... Quelle majorité? Vous avez fait un Vous sondage. avez... Sur le plateau, nous sommes trois déjà à souhaiter. Voilà. La majorité. Mais nous voici sur le plateau, nous Le sommes trois. sondage Et tu es seul. a Super. été fait sur les réseaux Moi, je pense sociaux. que toi, tu ne veux pas. Tu es un modérateur. Nous sommes Ça se trois. voit, ça se vit. Tu veux qu'on fasse le sondage? Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'était lundi politique sur Espace Miné. Demain mardi, ce sera mardi diaspora. Demain mardi, ce sera mardi entrepreneuriat. Mercredi, diaspora. Jeudi, spiritualité. Vendredi, société. Merci à Bernard Owana, merci au président et M. Prion Linga. Merci à mon consultant Pierre Blériot. Infiniment merci à la dame Martine Daniel Bofolo et Sono qui était également avec nous ce matin. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?